Bonjour et bienvenue dans le podcast de Cyclisme Performance Academy. Vous êtes dans le premier épisode de Prépare ta saison 2025 avec Cyclisme Performance Academy. L'objectif est de vous donner quelques clés, quelques astuces et vous accompagner tout au long de la saison 2025 afin de vous aider à performer au mieux durant cette saison. Aujourd'hui, on va traiter le thème de la coupure et pour cela, j'ai le plaisir de recevoir Rémi. Rémi, bonjour et comment vas-tu? Bah, je vais bien, merci. Et toi? Bah écoute, très bien, merci. Donc comme tu as vu, on va parler de la coupure. Est-ce que tu pourrais nous définir ce que c'est que la coupure? Alors la coupure, généralement, comme on l'a défini, c'est un moment à l'intersaison, donc entre deux saisons, on termine sa saison. Alors en général, pour les cyclistes sur route, hein, ça va être en septembre, octobre, voire novembre. Ouais, généralement, ça se fait même plus sur novembre. Et c'est un moment où on va prendre une pause entre deux saisons pour pouvoir se régénérer. Voilà. Donc l'objectif est de recharger les batteries de cette coupure-là. Tu évoques une coupure plutôt fin de saison, histoire de marquer Ouais, un terme à la saison, c'est ça? Ouais, là, le but, c'est vraiment de parler de la coupure de fin de saison et celle qui va nous permettre d'enchaîner sur la préparation à la saison suivante. Donc c'est ça l'idéal. Enfin, l'idée, c'est de faire un break, que ce soit physique ou mental, et comme tu dis, de recharger les batteries sur ces deux aspects-là. Donc du coup, l'objectif, si on devait donner des grandes lignes, qu'est-ce qui est intéressant dans une coupure? Alors, qu'est-ce qui est intéressant? Il y a deux choses pour moi. Il y a la récupération physique et la récupération mentale. C'est deux choses qui sont liées, mais qui sont un peu différentes quand même. Alors, la récupération physique, elle peut se faire très rapidement. C'est-à-dire en quelques jours, on peut avoir récupéré de sa saison. Il suffit de prendre une semaine un peu plus cool et on peut avoir rechargé les batteries au niveau physique, à condition de ne pas arriver trop fatigué en coupure. Et ça, c'est une condition importante. Donc faites bien attention, là je m'adresse aux auditeurs, hein, faites attention de ne pas arriver trop fatigué en coupure et donc de bien gérer votre fatigue tout au long de l'année avant la coupure. Donc la récupération physique c'est une chose qui peut aller assez vite donc, et après il y a la récupération mentale qui généralement prend plus de temps et un peu différente et c'est à mon sens qui va faire qu'on va allonger un peu plus la coupure et qu'on va juste pas juste tout simplement prendre une semaine de coupure entre deux saisons. Ok, ok. Euh, donc cette coupure-là, combien de temps elle devrait être mise en place? Alors, bah, on peut faire beaucoup de choses et on peut dire beaucoup de choses là-dessus. Alors, en fait, il y a deux écoles ou en tout cas il y a deux problématiques là-dessous. Il y a le fait de récupérer, donc notamment mentalement, donc il faut suffisamment de temps pour récupérer et en même temps, on se rend compte que plus on se désentraîne, plus la mise en route peut être difficile et sur le moyen terme, ça peut quand même jouer. Il y a même des études qui montrent par exemple qu'une coupure où on va mettre un petit peu d'intensité peut être plus efficace pour être en meilleure forme 6 mois plus tard. Donc c'est vraiment des choses. Voilà, le fait de trop se désentraîner, ça peut être problématique. En fait, on se rend compte qu'au bout de 2 semaines de coupure, on commence à se désentraîner sérieusement, et au bout de 4 semaines, ça commence à devenir très sérieux et très problématique. Donc, une coupure, par exemple, complète, sans activité d'un mois, ça paraît déjà beaucoup. Donc, à partir de là, on va essayer de jongler là-dessus, et on va proposer en général des coupures qui vont aller pour ma part, en tout cas, de 2 semaines à 4 semaines. Ça va être en général, ça va se situer à ce niveau-là. Après, on peut aller plus loin si on fait de la récupération active, c'est-à-dire qu'on place un peu d'activité tout au long de la coupure. Ça va quand même aider à conserver les acquis de la saison. Et donc, ça va nous permettre d'allonger la coupure. Donc, en général, on est entre 2 et 6 semaines, et selon que ça soit plutôt passif ou plutôt actif. Mais tu évoques une coupure relativement longue. Alors, on a tous cette sensation, après quelques jours de coupure déjà, d'avoir un peu les cannes dures et d'avoir perdu en qualité physique. Est-ce qu'on n'a pas trop perdu sur 6 semaines? Même si tu dis qu'on reste un peu actif, j'imagine que c'est pas beaucoup actif non plus. Bah, justement, c'est tout le compromis qu'il faut trouver. Quand je dis actif, on peut par exemple avec 2 voire 3 séances par semaine de sport, d'activité, donc c'est pas nécessairement du vélo. Le fait de couper un peu du vélo, ça peut être une très bonne chose d'ailleurs. 2, 3 activités peuvent suffire à conserver beaucoup d'acquis physiques. Donc ça, c'est une chose. Après, si on veut euh,
maximiser la conservation de ses acquis physiques, il faut aller vers de l'intensité plutôt que vers de l'endurance. Donc, par exemple, si vous faites deux activités plutôt intenses dans la semaine, vous aurez quand même des chances de conserver pas mal d'acquis. Moi, par exemple, je pense, j'ai l'impression que c'est ce que disent les études, que 3 semaines de coupure complète vont être plus néfastes que, par exemple, 6 semaines de coupure active avec 3 activités par semaine, dont un peu d'intensité. Ok, c'est hyper intéressant ça de se dire on peut faire un peu plus long tout en maintenant une petite activité. Et moi, je rebondirais sur l'idée que c'est intéressant, enfin ça pourrait être intéressant de faire d'autres sports qui permettraient d'avoir du coup favoriser une coupure plus longue qui serait plus bénéfique pour les sportifs. Complètement. En tout cas, d'un point de vue mental, moi je trouve que de faire durer la coupure, ça peut être quelque chose de bien. Après, il y a plein de d'autres problématiques qui se posent, hein, notamment quand on est cycliste de haut niveau, bah, on a une reprise qui arrive assez vite, des stages qui arrivent assez vite, donc on peut pas nécessairement se permettre une coupure trop longue. Néanmoins, je connais des équipes professionnelles. Dans certaines équipes professionnelles, on va proposer des coupures de 4 à 5 semaines, par exemple, sans, voilà, sans que ça pose de problèmes particuliers. Donc après, pour rebondir sur ce que tu as dit, ou pour revenir à ce que tu as dit, effectivement, proposer d'autres sports, moi je trouve que c'est vraiment une bonne, j'allais dire une bonne combinaison, mais une bonne solution pour conserver des acquis, pour conserver une activité physique tout en coupant du vélo. Et ouais, je trouve ça vraiment bien. Après, il faut vraiment aller vers des activités qui nous plaisent. Alors bien sûr, si on adore le vélo, que on est très attaché le dimanche à sortir avec ses copains, voilà, faire la sortie, quelques pancartes et tout, ça peut être une solution. C'est pas un problème non plus. Par contre, on peut se diriger vers d'autres sports d'endurance comme la natation, la course à pied, la marche. On peut aussi aller vers des sports collectifs qui vont nous apporter naturellement pas mal d'intensité. Donc voilà, il y a plein de solutions, mais c'est vrai que je trouve que le fait de faire d'autres sports, ça peut être une bonne option. Ouais, ça permet vraiment de recharger la batterie mentale. Mais et du coup, c'est pour ça que je trouve que la sortie du dimanche avec les collègues, où du coup il y a beaucoup moins de pression, on va juste s'amuser, est très très intéressante. Euh, Tu évoques la recharge mentale. Est-ce que tu pourrais donner des indicateurs qui pourraient nous dire, ah, j'ai besoin d'un comment de recharger les batteries mentales un petit peu. Ah oui, bah ça c'est bon. Il y a déjà quelque chose de très très simple, c'est la motivation. Est-ce que je suis motivé à aller m'entraîner ou pas? Et ça va déterminer énormément de choses. Si on est, et il y a des études qui le montrent que c'est un facteur très important dans la détection, par exemple, du surmenage ou d'une fatigue précoce. Et donc si on est motivé, si on a très envie d'aller faire de l'activité, faire du sport, c'est plutôt bon signe. Et par contre, si on n'est pas motivé, c'est plutôt mauvais signe. Donc ça, c'est quand même le premier point. Après, on peut aller chercher d'autres points, on va dire entre guillemets psychologiques. Donc, j'ai parlé de motivation, on peut parler de plaisir, on peut parler ouais, de toutes ces choses-là, toutes ces choses qui entourent. Bah, c'est toujours lié finalement quand même à la motivation, mais ça peut être l'humeur aussi. Si on est plutôt de bonne humeur, si on n'est pas de bonne humeur, si on n'est pas de bonne humeur, c'est plutôt mauvais signe par rapport à son niveau de récupération. Après, on peut aller chercher des facteurs un peu plus objectifs, comme par exemple la fréquence cardiaque. On peut monitorer sa fréquence cardiaque. Si notre fréquence cardiaque est plus haute que d'habitude ou plus basse que d'habitude, ça peut être des signes de fatigue. Là, je parle de fréquence cardiaque au repos. Ça peut être de fréquence cardiaque sur le vélo aussi. Après, il y a forcément aussi nécessairement les douleurs musculaires. Si à un moment donné on a mal aux jambes, généralement ça traduit une fatigue au moins périphérique. Donc voilà, quand on est en coupure, le but c'est quand même de reprendre et d'être relativement frais. Donc il y a tous ces indices-là, mais on peut aussi regarder du côté de la variabilité de la fréquence cardiaque. Enfin, il y a vraiment beaucoup d'indices qu'on peut aller checker qui peuvent nous apporter ouais, des indices sur notre niveau de fatigue. Non, mais je te remercie de cette réponse complète parce que là, du coup, tu as évoqué une partie des aspects psycho, mais aussi des aspects physio. Et arrive l'importance de monitorer tous ces indicateurs-là quotidienne, si possible quotidiennement, dans la mesure que ce ne soit pas contraignant. Mais une fois que ces valeurs-là viennent à se dégrader, on vient à se poser cette question de, ah, peut-être le moment de couper, quoi. Complètement. Et moi, enfin, je vous invite à faire, là, je parle aux auditeurs, c'est vraiment de monitorer, en tout cas d'avoir un monitorage plutôt en saison. Encore une fois, dans le but de pas arriver trop fatigué ou de pas arriver même fatigué à la coupure. En fait,
globalement, faut éviter de toute façon les états de fatigue problématiques. Quand on a des signaux qui s'allument en orange ou en rouge au niveau de la motivation, du plaisir, de la fréquence cardiaque, etc., il vaut mieux lever le pied, quoi qu'il arrive. Ça sert à rien d'insister généralement sur un organisme fatigué. Donc ça, c'est le premier conseil. Et donc, une fois qu'on arrive proche de la coupure, le but, encore une fois, c'est d'arriver relativement frais déjà. Et par contre, une fois qu'on est en coupure, moi, je conseille d'arrêter plutôt le monitorage parce que sinon, c'est une charge mentale supplémentaire qu'on va s'imposer. Et ça peut être problématique, encore une fois, pour l'aspect psychologique de la coupure, qui, on l'a dit, est assez important. Et ouais, ouais, quand tu dis hyper important, on débloque, on supprime, entre guillemets, hein, le vélo de notre vie, l'espace de 2 à 4 semaines, on va dire. Euh, Est-ce que ce serait pas aussi, du coup, on ne pourrait pas dire que c'est quelque chose de symbolique de mettre une coupure en fin de saison, même si elle est pas nécessaire, en fait, histoire d'être vraiment sûr qu'on soit rechargé, quoi. Si, complètement, complètement. Je pense que le symbole, il est très important. Ce que tu dis là, ouais, c'est vraiment important. Encore une fois, la récupération physique, elle se fait rapidement, donc il y a pas trop de problème là-dessus. Après, moi, et puis c'est un peu mon expérience aussi, c'est vrai que cette coupure, elle permet vraiment de se dire, bon, ben là, j'ai terminé ma saison, je vais profiter d'autre chose, et ensuite, je pourrai me réinvestir de manière importante dans la saison suivante, alors que si on est tout le temps dans une activité, si on ne coupe jamais son activité, finalement, on risque d'avoir une baisse de motivation un peu plus tard dans la préparation. Et ça, je l'ai déjà vu avec des coureurs. Même, j'ai un exemple en tête, un coureur. Alors là, pour le coup, je le suivais pas, mais il m'avait rapporté ça. Il avait coupé 3 semaines. D'habitude, il coupait un mois. Et il avait coupé seulement 3 semaines pendant l'intersaison. Et après, durant toute la préparation, il avait traîné l'idée qu'il n'avait pas assez coupé. Après, là, c'est un peu une pensée magique, hein, certainement. Je dis pas que c'est une bonne chose, mais c'est ce qu'il ressentait. Donc, il a refait une petite coupure d'une semaine à un moment donné plus tard dans sa préparation et ça lui avait fait beaucoup de bien. Et là, il s'était dit, ah, enfin, c'est bon, j'ai rechargé mes batteries. Donc là, il y a beaucoup de psychologique, hein, là-dedans, mais je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait que ça apporte quelque chose de fort symboliquement et qui permet vraiment d'acter la saison qui vient de s'écouler, d'en tirer même des bilans et puis après de repartir un peu tout neuf sur une nouvelle saison ou une nouvelle préparation. Faut... Donc le gars, il s'est monté la tête en se disant il lui manquait une semaine de recharge. Et du coup, ça, c'est ce qui le pénalisait, quoi. Pour certains, c'est vraiment important. Complètement, bah même moi je vois avec des coureurs que j'entraîne souvent, donc moi on va dire, j'ai mes coupures idéales. Souvent je propose deux options, c'est soit une coupure d'un mois, on peut aller jusqu'à 6 semaines, pourquoi pas, mais en tout cas généralement c'est un mois de coupure active, ou alors une partie de coupure passive, par exemple 1 à 2 semaines de coupure passive complètement, et 2 semaines voilà, de reprise légère, tu vois. Donc ça tourne généralement autour d'un mois. Et généralement, quand je propose cette coupure de 4 semaines active, il y a des coureurs qui me disent non, mais moi j'ai vraiment, je ressens le besoin de partir en vacances, de complètement couper. Donc c'est un peu contradictoire avec ce qu'on dit quand on dit il faut que la coupure soit active, mais si le besoin du coureur, le besoin psychologique, il est de couper complètement, bah moi je vais nécessairement aller vers le besoin psychologique du coureur parce que si je vais contre ça, autrement dit, enfin je vais insister sur le fait que la coupure c'est vraiment le moment du coureur. Il y a quand même beaucoup de pression, beaucoup d'investissement quand on est cycliste tout au long de l'année et vraiment le moment de la coupure ça doit appartenir au coureur et en finalité c'est toujours le coureur qui doit avoir le dernier mot sur ce qu'il va faire ou ne pas faire. Si à un moment donné il insiste sur le fait qu'il a envie de faire même 6 semaines sans rien faire et que c'est hyper important pour lui, je vais lui dire c'est vraiment pas idéal. Pour autant, il faudra qu'il fasse ça parce que s'il fait pas ça, il va vraiment. C'est ce que j'ai l'impression de ça, c'est qu'il va traîner un espèce de spleen après euh, durant sa préparation et qu'il va avoir l'impression que sa coupure est incomplète. Et ça, c'est quelque chose, à mon sens, de très mauvais. Et dans le cas il y a certains coureurs qui refusent, entre guillemets, de faire une coupure. Est-ce que tu trouverais ça contraignant que c'est un non catégorique? Parce qu'on comprend bien que l'idée c'est d'écouter le coureur. Si lui il dit non, mais moi Ouais. je veux garder mes sorties et mes entraînements, comment tu gères la chose? Si, ben dans ce cas-là, faut trouver, encore une fois, faut trouver un compromis. Il faut écouter le coureur. Là aussi, je pense, faut déjà monitorer son état de fatigue. Si on ressent une certaine fatigue et une lassitude, faut insister quand même pour qu'il y ait cette coupure qui va permettre d'évacuer cette lassitude.
Pour autant, on pourrait trouver un compromis avec le fait de continuer à s'entraîner, mais de manière très libre, voilà, avec très très peu de contraintes au niveau de l'entraînement, baissant quand même la charge d'entraînement. Mais j'ai par exemple, j'ai l'exemple en tête là cette année, un coureur qui est parti pendant ses vacances, 2 mois de vacances en été, il est kiné, hein, et il a insisté, alors que pourtant il court dans une équipe nationale de niveau N1, donc un national 1, donc assez haut niveau, hein, amateur, très haut niveau amateur même, et pourtant il a insisté pour prendre ces 2 mois, il a vu avec son club, et puis partir en van et faire du vélo dans les Alpes, dans les montagnes, etc. Et en fait, tout au long de ces 2 mois, bah, il a fait vraiment du vélo plaisir. Et derrière, il y a la possibilité qu'il revienne frais mentalement parce qu'il s'est vraiment fait plaisir pendant 2 mois. Il a fait ce qu'il voulait. Après, faut regarder au niveau physique s'il a bien récupéré ou pas. Mais ça peut être une option, par exemple. Donc, de s'orienter vers du sport plaisir, ça peut être complètement une option. Et il faut pas, je pense, être trop rigide non plus sur la coupure. Je me souviens quand j'ai commencé à être entraîneur, j'étais très attaché à la fameuse coupure de 3 semaines. Il faut la coupure de 3 semaines. Et il y avait un coureur avec qui je bossais qui n'arrivait pas à faire une coupure de 3 semaines parce qu'il faisait toujours de l'activité. Soit il allait marcher en montagne, soit il sortait un peu le vélo, le VTT, etc. Et moi, ça me rendait un peu fou. Et en fait, avec le recul, je me dis, bah, j'étais un peu bête de vraiment d'avoir ça, que ça en tête, la coupure de 3 semaines, alors que finalement, au bout de ces 3 semaines actives, il avait largement récupéré physiquement et puis mentalement aussi, ça lui avait fait du bien. Et, euh, et dans le cas des différences, là tu parles de coureurs qui évoluent à un haut niveau amateur, on parle de coureurs de N1. Est-ce que la coupure s'adresse aussi à tous les profils de cyclistes, que ce soit du haut amateur N1 comme tu évoques, mais aussi des coureurs qui n'évoluent même pas en équipe amateur, voire jusqu'au cyclosportif, quoi. Bah moi je pense, c'est mon avis. Évidemment, d'autres entraîneurs peuvent te dire le contraire, peuvent te dire que ça ne s'applique pas nécessairement à eux. Surtout si on regarde le corps que d'un point de vue physique, effectivement, c'est plutôt une bonne chose qu'il continue son activité. Si par exemple il s'entraîne 2 à 3 fois par semaine, il peut largement continuer à s'entraîner 2 à 3 fois par semaine tout au long de la saison d'un point de vue physique. Mais encore une fois, du point de vue mental, moi je pense que c'est quand même très important d'avoir cette coupure au moins symbolique, quitte à aller vers d'autres sports et à un moment donné se détacher aussi du plan d'entraînement, du programme d'entraînement pour aller vers quelque chose de plus libre. J'ai l'impression que en tant que personne, on a été de toute façon formaté comme ça à l'école, au travail, avec des périodes où on travaille, où on apprend et des périodes où on récupère, c'est les vacances. Et moi, je pense que c'est important et je pense qu'on est, voilà, on est un peu formaté comme ça. Si on fait 10 ans de vélo où on s'arrête jamais, bon, après, bon, il y a de tout hein, dans la nature. Donc, il y en a pour qui ça peut marcher, mais voilà, moi, je m'orienterai vers vraiment une coupure pour tout le monde. Ok. Et du coup, en fonction de ces profils-là, on peut imaginer que un cyclosportif pourrait reprendre un peu plus tard dans la saison. Imaginons déjà, première question, où est-ce que elle, dans le calendrier, à quel mois elle doit se placer à peu près? Et est-ce qu'elle pourrait se retarder en fonction du calendrier de compétition de chacun? Oui, bien sûr. Bah, généralement, c'est ce qu'on note. Hein, par exemple, des coureurs professionnels, ils vont couper bah, le plus tôt possible après leur dernière course. Donc généralement ça se passe mi-octobre et ils vont reprendre déjà en novembre alors qu'un coureur junior par exemple ou enfin Open 3 maintenant, il va plutôt couper en décembre. C'est vrai que le fait de couper quand la météo est mauvaise, c'est quand même une bonne chose généralement. Donc en France, si on peut couper en décembre, pourquoi pas couper en décembre? Mais effectivement, il va y avoir, selon la reprise des compétitions, une coupure plus ou moins précoce ou plus ou moins tardive et on va évidemment complètement s'aligner aussi là-dessus. Et moi, par rapport à ça, ce que je trouve intéressant aussi, si on a l'occasion de faire une coupure relativement tardive, parce qu'on a une reprise des compétitions tardives, ce qu'on peut faire, c'est faire durer aussi sa saison, mais en mode plaisir. Voilà, après la dernière compétition, on peut continuer à rouler. En octobre, généralement, il fait beau. Et finalement, prévoir sa coupure vers mi-novembre ou en décembre, au moment où ça nous arrange le plus, on va dire, en tant que coureur et en tant que personne, pour après reprendre. Voilà, il y a des fois la date symbolique du 1er janvier. Il y a beaucoup de cyclosportifs qui peuvent reprendre au 1er janvier, ça va poser aucun problème. Moi, j'aime bien cette idée
d'entraînement plaisir. Alors évidemment, si la météo le permet, en octobre. Mais je trouve que c'est intéressant dans l'idée que on va pouvoir switcher d'un entraînement pas déstructuré, mais complètement différent de ce qu'on peut faire toute la saison et qui peut finalement faire passer un petit palier une fois qu'on aura repris. Qu'est-ce Ouais, que t'en penses de ça? non, complètement, complètement. Moi, je trouve ça très bien. De toute façon, on sait que pour progresser, le but, c'est déjà de rouler. Après, c'est de faire quelques intensités. Mais les intensités, on peut les faire en mode plaisir avec ses copains. Là-dessus, il y a pas de souci. Donc, si on continue à s'entraîner en mode plaisir, on va automatiquement diminuer la charge mentale de manière vraiment importante. Et pourtant, on va continuer à développer ses qualités physiques. Donc, on va pouvoir vraiment avoir ce gain-là. Et parfois même, moi, je me rends compte que certains coureurs vont davantage rouler dans ces moments-là malgré une fatigue mentale moins importante, ou l'inverse, hein. Mais ça va être vraiment intéressant parce que, oui, si on est drivé par le plaisir, des fois on en fait plus et des fois ça peut être bien. Après, si on est drivé par le plaisir, des fois, si on a envie d'en faire moins, il faut en faire moins. Mais ça peut être une bonne option pour continuer à s'entraîner, à développer des qualités sans avoir la contrainte d'un programme d'entraînement. Non, non, la coupure est intéressante quand elle arrive, mais l'avant-coupure aussi peut l'être tout autant en fait. C'est ça qui est... Tant que le plaisir est là, il faut mixer avec ça. Non, bah C'est le maître mot. ouais, bah, moi je trouve, hein, j'ai insisté sur le fait que la coupure, elle était surtout mentale. Donc à un moment donné, si on fait ce qui nous fait plaisir pendant un certain temps à ce moment-là, bah ça peut être tout bénef, hein, c'est clair, hein. Et donc on pose cette coupure-là, hop, fin de saison. Est-ce que c'est pas le moment de faire un petit bilan de la saison et qu'est-ce qu'on pourrait regarder dans ce moment-là en fait? Si, bah ça c'est ouais, c'est très intéressant ce que tu dis. Effectivement, c'est quelque chose que je fais pas toujours, on va dire par manque de temps, souvent, mais c'est quelque chose que je devrais faire. Je le fais parfois. Faire un vrai bilan avec le coureur, se poser, alors pas nécessairement pendant la coupure, parce que je pense que pendant la coupure, c'est un moment qui doit être vraiment détaché de la performance, on va dire. Mais par contre, soit avant la coupure, après les compétitions, ou même après la coupure, hein, finalement, ça pose pas de problème non plus. Ça peut être vraiment une bonne chose de faire un bilan sur comment s'est passée son année. Bon, les trucs très classiques, hein, le volume accumulé, comment on a géré ses intensités, etc., comment on a progressé, quelles ont été nos périodes de forme, nos périodes de méforme, qu'est-ce qui a pu poser problème, comment on pourra le corriger pour l'année d'après. Toutes ces choses-là sont des choses très importantes et comme ça va nous permettre de mieux repartir aussi sur une nouvelle préparation qui, qui se, qui sera, on va dire, inspirée de ce qui a déjà été fait l'année passée. Là, la prise de recul est, j'ai envie de dire, nécessaire et le coureur peut très bien au final la faire, enfin faire cette prise de recul tout seul, dans un premier temps peut-être. Et après discuter avec son entraîneur de OK, moi je le vois comme ça, et comme ça peut permettre de confronter deux visions pour faire avancer aussi le lien que tu peux avoir avec l'entraîneur et comment avoir quelque chose de plus complémentaire, quoi. Complètement, je pense que le coureur peut le faire de lui-même sans entraîneur, c'est tout à fait possible. Il y a des coureurs de toute façon qui s'entraînent tout seuls. On peut le faire aussi, voilà, que avec son entraîneur ou de son côté avec son entraîneur. Après, moi, je pense que le fait de faire, en tant que coureur, de reprendre la main un peu. Moi, je suis pas forcément fan des entraîneurs qui sont présents sur tout et qui font tout à la place du coureur. Et je pense que le coureur, à un moment donné, il peut aller regarder de lui-même, faire ses petits graphiques, faire ses petites analyses, et puis après en parler à l'entraîneur. Je trouve que c'est une bonne solution, ça. Le fait de d'impliquer le coureur dans l'analyse, a une relation entraîneur-entraîné, faut pas oublier que ça permet de d'impliquer le coureur, au final de l'éduquer aussi en retour, donc au fil des années, ça va lui permettre d'être plus acteur de sa pratique et ensuite améliorer cette relation qu'on va avoir entraîneur-entraîné, quoi. Ouais, oui, complètement. Après, c'est vrai que là, ça ouvre un autre sujet assez vaste, mais je suis complètement d'accord avec toi. C'est, et c'est, et là, on peut reparler de la coupure, mais c'est pour ça que c'est important que le coureur décide à un moment donné. Et il y a même des travaux scientifiques qui suggèrent que le fait que le coureur décide au final, ça peut lui permettre d'être plus efficace dans son entraînement.
Donc au final, c'est si elle est bien agencée, enfin pas agencée, mais mise en œuvre par le coureur, elle est d'autant plus bénéfique si après l'entraîneur derrière vient apporter son regard d'entraîneur qui est de gestion de la fatigue et ensuite de gestion de la récupération et enfin de gestion de la reprise quoi. Ouais, ouais, complètement. Je pense que celui qui est au centre du projet, c'est le coureur. Et après, l'entraîneur, il vient se greffer sur ce projet-là. Donc, il doit apporter des choses. Il peut apporter des choses, ça c'est évident. Un œil extérieur, surtout, une certaine expertise. Mais pour moi, oui, c'est le coureur quand même en finalité qui doit avoir la main. Encore une fois, surtout sur cette période de coupure. Et après, le fait de partager des choses avec son entraîneur, bien sûr que ça va aussi apporter, ça peut apporter beaucoup. On était sur les bilans de fin de saison. On a un petit peu divagué, mais il y a aussi un point intéressant qui serait intéressant de mettre en place, c'est tout ce qui est un peu médical. Maintenant qu'on a plus de pratique, de un, on a le temps, parce que la pratique peut prendre pas mal de temps, mais de deux, l'organisme se régénère. Ça peut être intéressant. Mais complètement. Et là, je pense, alors là, c'est plutôt après la coupure. On fait sa coupure et après, pendant la période de reprise. Alors, on n'est pas pressé, hein, faut pas le faire nécessairement une semaine après la fin de la coupure, mais on peut aller faire un bilan médical. Et ce qui va être intéressant, c'est que ça va donner au médecin, alors, idéalement un médecin du sport, hein, qui nous suit, ça va lui donner des données de base sur un organisme frais normalement. Et donc comme ça, si on rencontre un problème plus tard dans la saison, le médecin il pourra s'appuyer sur ces données pour essayer de conclure à un éventuel problème. Et donc pour ça, c'est très intéressant. Et je rajouterais, au-delà du bilan médical, on peut aussi faire, on va appeler ça un bilan psychologique, mais en tout cas via des questionnaires. Il y a des questionnaires qui sont très intéressants pour mesurer le niveau de fatigue. Et donc en sortie de coupure, on peut réaliser ce type de questionnaire. Je parle par exemple du POMS, du TDS, du SFMS, des questionnaires de ce style-là. Et si on le réalise sur un organisme frais, encore une fois, ça va nous donner des bases de données qui vont nous servir ensuite pour détecter plus tard des problématiques de fatigue qui pourraient survenir pendant la saison. Donc là-dessus, je te rejoins complètement. C'est vraiment la coupure, plutôt après, c'est un moment privilégié pour aller récolter des données qui vont être intéressantes par la suite pour régler, on va dire, solutionner d'éventuelles problématiques rencontrées durant la saison. Et encore une fois, le suivi longitudinal des métriques, au final, ça commence dès la reprise, dès la fin de la coupure, jusqu'à la prochaine coupure pour voir comment on a fluctué, repris dans le bilan, et on repart sur un autre cycle. Et on peut même comparer entre les années, entre ce qu'on a fait, comment on était, comment on a évolué. C'est hyper intéressant ça. Ah, bien sûr. Et on peut d'ailleurs, surtout si on a un sentiment de fatigue important avant la coupure, on peut aussi, mais c'est ce que tu dis, hein, venir monitorer avant la coupure. Enfin, c'est ce qu'on fait normalement. Venir monitorer même peut-être pendant la coupure si vraiment il y a une problématique de fatigue importante sous-jacente. Et monitorer après la coupure pour voir si la coupure a été suffisamment efficace pour récupérer. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas dit. Mais si on arrive, alors c'est des termes techniques, mais en surmenage notamment non fonctionnel en coupure, donc c'est un stade de fatigue déjà très avancé, bah, il faut absolument s'assurer qu'on soit sorti de ce stade de fatigue pour reprendre sa préparation. Sinon, ça va poser de gros problèmes. Et dans ce cas-là, moi je parlais de coupure de 2 à 4 semaines. Ça peut suffire pour sortir d'un surmenage non fonctionnel, mais parfois on a besoin de plus de temps. Et des fois, ça peut aller jusqu'à 2 mois. Donc si à un moment donné on est vraiment fatigué, le monitorage, il va être très important pour voir si la coupure a été suffisamment efficace ou s'il y a besoin de récupérer encore. Et là, de ce côté-là, quand on arrive à des degrés de surmenage euh, beaucoup trop importants, je pense qu'il est aussi important de noter que si on s'entraîne seul, faut se faire accompagner pour gérer cette gestion de la fatigue là, quoi. Bah, on peut évidemment aussi le faire tout seul, mais c'est plus compliqué, ça c'est clair, et se faire accompagner là-dessus pour avoir un regard extérieur plus objectif, c'est quand même une bonne chose parce qu'on quand on est fatigué, on le sait, on a tendance un peu à se voiler la face et à dire non, non, je suis pas fatigué. Finalement, à aller chercher les indices qui vont nous dire qu'on est en forme alors qu'on ne l'est pas nécessairement. Donc oui, oui, se faire accompagner là-dessus, c'est important. Mais on peut le faire aussi tout seul. Mais dans ce cas-là, il faut une grosse expérience. Des coureurs d'expérience, à mon sens, peuvent vraiment ressentir
même au-delà des métriques récoltées objectivement, hein, mais peuvent simplement ressentir le fait d'être trop fatigué ou pas. Ouais, moi je pensais vraiment dans l'idée d'un vrai limite d'un surentraînement en fait. En cas d'un quand ça arrive Ah des oui, athlètes en fin de saison, ouais. ils sont au bout du bout. Dans ce cas, non, mais c'est clair. En plus, si on est au bout du bout, généralement, c'est qu'on a loupé quand même quelque chose dans le suivi. Donc, c'est qu'on n'est pas si bon dans le suivi de notre forme. Et dans ce cas-là, ouais, je suis tout à fait d'accord. Si on a vraiment des problématiques, si par exemple, on sent en fin de saison, on réalise plus des bonnes performances, on a une baisse des performances importantes, on a des signaux comme une fréquence cardiaque plus basse ou plus haute, on a un manque de motivation, etc. Ça peut être des signaux forts d'un surmenage, voire d'un surentraînement. Et dans ce cas-là, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est important de se rapprocher d'une personne compétente pour aller checker cette problématique et nous accompagner en tout cas dans la sortie de cette problématique parce que ça peut être des virages importants même dans une carrière. Si on est fatigué et qu'on fait pas les bonnes choses et qu'on continue d'insister sur cette fatigue, ben finalement on peut ne jamais sortir de cette problématique de fatigue. Et là, si tu, au final, c'est une gestion carrément de la fatigue au cours de la saison qui a merdé, quoi. On a raté quelque chose dans notre gestion de la fatigue. Est-ce que on pourrait pas caler des coupures dans la saison? Je sais que le mois d'été, il est classique, hein, mais on a des gars qui partent 2, 3 semaines l'été, et comme tu as évoqué tout à l'heure, est-ce que c'est intéressant de faire ce genre de coupure-là? Bien sûr, pour moi, ça peut être intéressant. On peut aussi s'en sortir sans nécessairement couper de manière complète. Mais c'est vrai que, par exemple, on voit souvent ça, des coureurs qui débutent la saison de manière positive et au fur et à mesure, ils s'éteignent un peu et en été, ils sont plus vraiment là. Et souvent, l'été, je trouve il y a quelque chose qui peut se passer. Euh, et donc, faire une coupure à mi-saison, une vraie coupure de 10 jours, par exemple. Sur 10 jours, on perd pas grand-chose quand même, hein. Ou une semaine, disons une semaine de coupure, bah, ça va faire vraiment du bien pour repartir. Il y a même des entraîneurs qui proposent des coupures encore plus petites, par exemple 4, 5 jours, mais régulièrement dans la saison, parfois tous les mois ou tous les 2 mois. Donc après, c'est comment on organise sa récupération et son repos tout au long de l'année. C'est évident qu'il n'y a pas simplement la coupure hivernale et un énorme bloc de travail qui irait pour certains, de début décembre, par exemple, à fin octobre. Ok, ok. Et non, non, bah, la coupure tout au long de la comment, de la saison. La gestion, de ce que je comprends, c'est une gestion de la fatigue quotidiennement tout au long de la saison, un monitoring de plusieurs indicateurs partant de la fin de la coupure jusqu'à la nouvelle coupure, et essayer de jauger comment on se sent. Est-ce que voilà, se poser des questions, essayer de remplir des questionnaires, faire des tests, et en fonction de l'évolution de ces paramètres-là dans la saison, on va déterminer si on fait plutôt une petite coupure, style 3, 4 jours. On peut pousser un petit peu plus jusqu'à une semaine dans la saison si besoin. Et arrivé en fin de saison, je marque vraiment un terme à ma saison. Je me dis, ok, la saison elle est terminée, je fais mon bilan. Donc commence à évoluer toutes ces métriques-là en lien avec mes performances, ma charge d'entraînement et tout ça tout au long de la saison. Et après, je fais une grande coupure en fonction de ce que j'ai envie, comment je me sens dans ma tête, si j'ai envie de faire d'autres sports. Je veux couper, je veux continuer à rouler. Ok, je peux la repousser si besoin. Et je fais vraiment au moins 1 à 2 semaines sans rien. Ensuite, je peux reprendre par peut-être d'autres activités ou reprendre par du vélo un peu plus intense en tout cas. Quelque chose de plus intense mais moins de volume. Et ensuite, quand je suis frais et que j'ai vraiment envie, je reprends ma saison, une nouvelle saison sur de bonnes bases. Est-ce que j'ai bien résumé? Ça, ça peut être un bon résumé, effectivement, ça peut se passer comme ça. Bon, on l'a vu, ça peut se passer aussi différemment, mais je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit. Je mettrai juste quelques ordres de priorité. Je pense que la priorité, c'est quand même de bien gérer sa fatigue tout au long de l'année. Et là, ça passe par soit des coupures, soit voilà, de la gestion de la charge au quotidien, hein, tout simplement. C'est certainement ça qui est le plus important. Et après, la coupure à l'intersaison, elle viendrait pour moi dans un second temps, mais elle est très importante. Tu l'as dit, c'est symbolique surtout. C'est mental, c'est symbolique. Et là, après, on peut faire différents types de coupures et après, on peut reprendre
soit tout de suite par des charges relativement importantes, ou on peut se laisser aussi un temps où on va simplement s'entretenir jusqu'à une reprise un peu plus officielle d'un entraînement un peu plus cadré. Donc il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Donc après, c'est être à l'écoute de son corps. Finalement, c'est un peu bateau de dire ça, hein. Et on a l'impression de pas dire grand-chose, mais finalement, moi, je pense qu'on dit tout quand on dit ça. C'est être à l'écoute de son corps. C'est pas évident, de son corps et de son psychisme aussi. Et c'est ça qui va nous donner vraiment des indications, les indications peut-être les plus pertinentes sur ce qu'il faut faire, ce qui peut être bien pour nous et ce qu'il ne faut pas faire, ce qui va être mauvais pour nous. Parfait. Et pour aiguiller davantage les auditeurs, j'aimerais quand même les orienter vers le travail que tu as fourni sur la gestion de la fatigue et du surmenage. Tu as sorti une formation sur ce sujet-là. Est-ce que tu pourrais nous en donner, enfin donner quelques mots là-dessus? Euh, oui, ben c'est vrai que c'est un sujet qui m'intéresse et ça m'a beaucoup intéressé de creuser ce sujet-là. Alors le rendu, je sais pas, ça ce sera aux auditeurs ou à ceux qui vont acheter la formation de nous faire des retours, mais c'est quelque chose qui est quand même très très important parce qu'on se rend compte que c'est une problématique, le surentraînement ou le surmenage qui peut survenir chez beaucoup d'athlètes, notamment de haut niveau, mais pas que, hein. Et donc voilà, c'est une formation sur la gestion de la fatigue de manière générale et sur le surentraînement, un peu plus particulièrement. Mais c'est vraiment quelque chose qui va déterminer notre saison, qui va déterminer notre progression au quotidien. Gérer la fatigue, on le dit souvent, mais des fois on le dit, on le lance un peu en l'air et on n'en fait pas grand-chose. Et là, c'est vraiment donner des billes concrètes sur comment on détecte la bonne fatigue, comment on détecte la mauvaise fatigue et qu'est-ce qu'on fait quand on a accumulé une mauvaise fatigue. Est-ce que c'est bien de s'entraîner sur la fatigue? Est-ce que c'est pas bien, etc. C'est censé répondre en tout cas à des questions de ce type, hein. Écoute Rémi, je te remercie. J'ajouterais que ton travail du coup est complémentaire avec celui de Maxime qui lui met des chiffres sur les performances et sur la gestion de la charge d'entraînement. Donc évidemment que la fatigue est complémentaire de la charge d'entraînement. Euh, je te remercie. Est-ce que tu aurais un petit mot pour terminer ce podcast sur la coupure? Un petit mot pour terminer. Bon, je vais insister là-dessus, hein, mais vraiment être à l'écoute de soi et après ne pas s'enfermer sur des considérations que physiques, que physiologiques, parce que quand on parle de coupure, si on parle que de physiologie, bah, on finit par ne pas couper, parce qu'effectivement, physiologiquement, c'est peut-être mieux même de ne jamais couper, sauf qu'à un moment donné, on va rencontrer d'autres problèmes, donc plus davantage liés au mental. Et donc voilà, la coupure est importante, ça va être mon dernier mot, à mon sens. Et après, c'est à vous de déterminer de quelle manière vous désirez couper. Rémi, je te remercie d'avoir participé à ce Merci à podcast. toi. Euh, on va clore ce podcast-là en incitant les auditeurs à nous donner votre retour en fait, que ce soit via les réseaux sociaux ou en commentaire sur la plateforme dans laquelle vous écoutez. Faites-nous un petit retour pour faire évoluer ce format et, et on vous dit à la prochaine fois. Au revoir Rémi et au revoir à vous. À la prochaine. Au revoir.